Imaginez un parc qui a cherché son identité pendant plus de 20 ans. Un parc né de la contrainte, remodelé par l'urgence, complété par nécessité. Un parc qui n'a jamais pu exprimer son plein potentiel. Et imaginez maintenant que ce parc renaisse, avec une nouvelle architecture, une nouvelle histoire, un nouveau visage, une nouvelle colonne vertébrale narrative. Imaginez que du jour au lendemain, un lac apparaisse, un lac immense de 3 hectares, autour duquel s'articulent désormais les mondes. Un lac qui respire, qui anime, qui devient le cœur battant d'un royaume. Imaginez une montagne de glace, un village nordique plus vrai que nature, un festival illuminé, un robot Olaf qui marche vraiment et un spectacle nocturne qui redéfinit la nuit. Ce parc existe. Il s'appelle désormais Disney Adventure World et son ouverture, le 29 mars 2026, marque l'un des tournants les plus importants de l'histoire de Disneyland Paris. Ce hors-série Sparkverse est une immersion totale dans cette transformation historique, pas seulement pour te raconter ce qui arrive, mais pour analyser pourquoi, comment, avec quelle vision, avec quelles ambitions, et ce que cela signifie pour l'avenir du resort. Pour comprendre Disney Adventure World, il faut revenir à la source. Le second parc de Disneyland Paris n'a jamais eu la marge de manœuvre créative dont il avait besoin. Le Walt Disney Studio Park de 2002 n'était pas un parc achevé, il était un compromis. Construit dans l'urgence avec un budget drastiquement réduit, il a ouvert avec moins de 10 attractions, des façades minimalistes et une identité floue. Le concept, parc sur les coulisses du cinéma, n'a jamais réellement pris en Europe. L'Europe n'a pas le même rapport à Hollywood que les États-Unis. Et le cinéma n'a jamais été culturellement une expérience immersive pour le public européen. Alors, pourquoi maintenant ? Parce qu'après son rachat complet en 2017, The Walt Disney Company a enfin gagné ce qui lui manquait depuis le début, le contrôle total de Disneyland Paris. Et avec ce contrôle est arrivé un plan d'investissement colossal, près de 2 milliards d'euros dédiés à la transformation du parc. Ce plan n'avait qu'un objectif, reconfigurer entièrement le second parc pour qu'il puisse enfin devenir un parc digne du nom Disney. Disney Adventure World est la réponse à cette promesse. 2002, ouverture minimale, réception froide. 2007-2014, ajout correctif, Crush Coaster, Toon Studio, Toy Story Playland, Ratatouille. 2018, annonce du plan d'expansion. 2022, ouverture d'Avengers Campus. 2025, annonce majeure autour d'Adventure Way, World of Frozen, Adventure Bay. 2026, renaissance complète sous un nouveau nom. En 20 ans, le parc est passé de on visite en 2 heures à un parc qui rivalisera avec Disney Hollywood Studios ou Disney California Adventure. Ce changement n'est pas cosmétique, c'est une réinvention totale, comparable à ce qu'a vécu Disney California Adventure entre 2010 et 2013. Disney ne renomme presque jamais ses parcs. Quand ça arrive, c'est un signal majeur. Changer le nom, c'est dire ce que vous connaissez n'existe plus. Ce n'est pas une évolution, c'est une rupture assumée avec le passé. Disney Adventure World n'est plus un parc sur le cinéma, ce n'est plus un parc d'attractions secondaires, c'est un parc sur les mondes, sur l'exploration, sur l'aventure. Le nom incarne une nouvelle philosophie. Chaque land doit être un monde, chaque transition doit être un voyage, chaque espace doit raconter une histoire identifiable, forte, lisible. Disneyland Paris a longtemps été considéré comme le parc à part dans le réseau Disney. Le plus complexe à rentabiliser, le plus difficile culturellement, le plus cher en maintenance. Mais aujourd'hui, Disneyland Paris est devenu le premier parc Disney hors États-Unis en termes de fréquentation, le resort le plus rentable depuis la pandémie, le terrain d'expérimentation de certaines innovations, drones, robotique, scénographie immersive. Il fallait accompagner ce succès d'une vision forte. Disney Adventure World est cette vision. Un lac de 3 hectares, un land frozen complet, une avenue entièrement nouvelle, un spectacle nocturne révolutionnaire, un robot Olaf. Rien de tout cela n'est anodin. Disney investit des sommes colossales pour 2 raisons. Augmenter drastiquement la capacité du parc pour absorber plus de visiteurs, répartir les flux, mieux gérer les pics. Faire du second parc un aimant touristique. Un parc qui n'est plus l'annexe mais une destination à part entière. Disney Adventure World est un repositionnement stratégique, complet, économique, narratif, créatif et identitaire.
pourquoi l'ancienne entrée ne fonctionnait plus. Studio 1 était un vestige d'un autre temps, un hangar reconstitué, sombre, bruyant, saturé. L'expérience était plus proche d'un décor de sitcom qu'une avenue Disney. Entrer dans le parc ne racontait rien, pas d'émotion, pas d'histoire, pas d'identification claire. Pour un parc qui prétend parler d'immersion, c'était problématique. World Premiere reprend les codes des grands théâtres hollywoodiens et européens. Relecture de façades art déco, couleurs chaudes, structures plus aérées, influences croisées entre Los Angeles, New York et Paris. Pourquoi ce mélange? Parce que le parc a un double ADN, américain dans ses licences, européen dans sa localisation. World Premiere devient un sas culturel, un lieu où l'on comprend immédiatement, tu vas entrer dans un monde où les histoires prennent vie. World Premiere s'inscrit dans la tradition des entrées emblématiques Disney, Main Street USA, Buena Vista Street, World Bazaar, mais avec une particularité. L'entrée ne conduit pas à un château, mais à un monde d'aventure. C'est une idée nouvelle. Le concept de World Premiere répond à une logique simple. On entre dans le parc comme si on assistait à la grande première d'une œuvre. C'est le seul endroit du parc qui reste volontairement théâtral. Parce que tout ce qui vient ensuite sera réel. Arendelle, Marvel, Pixar, Le Roi Lion. Ce prologue théâtral prépare le passage vers des mondes concrets. L'entrée dit aux visiteurs: ce parc n'est plus un décor, ce parc est une histoire. Et c'est ici que commence l'aventure qui mène vers Adventureway. Chaque avenue Disney sert une fonction: orienter le visiteur, préparer émotionnellement, raconter un changement de monde. Adventureway fait plus. Elle symbolise la notion même d'aventure. Elle structure le parc comme un livre, une introduction, un chapitre 1, un chapitre 2, etc. Adventureway n'est pas un land, elle est la colonne vertébrale, une transition entre le monde réel et les mondes immersifs. Elle a une mission narrative, te faire quitter la ville hollywoodienne pour entrer dans l'aventure pure. Architecture claire, esplanade naturelle, jardin, statues, points d'eau, c'est un corridor émotionnel. Les jardins thématiques ne sont pas des décors, ce sont des chapitres. Le jardin de réponse, l'univers romantique, floral et lumineux. Le jardin Toy Story, le monde agrandi, la nostalgie enfantine. Le jardin Gazebo, l'élégance britannique et le patrimoine Disney. Ces jardins permettent d'ouvrir la respiration du parc. Ils ralentissent le rythme, ils créent des transitions. Disney Adventure World est un parc qui respire, un parc qui ne sature pas l'espace. 14 expériences culinaires, la nouvelle stratégie food. Un parc moderne ne peut pas vivre sans gastronomie. Disney l'a compris depuis Tokyo Disney Sea. La food n'est plus un service, c'est une expérience narrative. Adventureway applique cette philosophie de manière particulièrement visible. Ici, manger n'est pas une obligation logistique, c'est un chapitre de l'aventure. Des bread bowls généreux, des gaufres de pommes de terre, des New York Rolls, des hot dogs thématiques, une œuvre sucrée inspirée des princesses Disney. Cette diversité n'est pas un hasard. Elle sert une stratégie très claire. Étendre le temps passé sur l'avenue, créer des micro-expériences accessibles, donner une identité gustative au parc. Disney Adventure World veut être un parc où chaque arrêt, même culinaire, raconte quelque chose. Regal View n'est pas un simple restaurant, c'est une déclaration d'intention. En proposant un restaurant haut de gamme avec service à table, rencontre avec les princesses, fresques géantes, vaisselle créée par la Royal Delft et une vue imprenable sur Adventure Bay. Disney fait deux choses. 1. Il lève le niveau qualitatif du resort. 2. Il positionne Disney Adventure World comme un parc premium. Ce restaurant est une réponse directe aux deux tendances. Les visiteurs veulent des expériences exclusives. Disneyland Paris veut diversifier ses sources de revenus hors attraction. Regal View coche toutes les cases: émotion, luxe, storytelling, accessibilité relative. C'est une pièce maîtresse de la montée en gamme. Le premier bar dans les parcs Disney parisiens, un signal pour un public plus adulte. Le Regal View Lounge marque un tournant historique. Pour la première fois, Disneyland Paris introduit un bar intérieur officiel au cœur d'un parc. Pourquoi est-ce si important ?
Parce que Disney assume enfin une vérité. Une grande partie de son public est adulte, venu entre amis, en couple, parfois sans enfants. Pendant longtemps, Disneyland Paris a eu peur d'assumer cette dimension. Le bar change tout. C'est un signe que le parc évolue vers plus de confort, plus de le premium, plus de zones relaxation plutôt que rush attraction. Et symboliquement, ça rejoint parfaitement la vision d'Adventure Way, une avenue où l'on flâne, où l'on savoure, où l'on respire. Réponse Tangled Spin est un exemple remarquable de transformation. Prendre un type d'attraction déjà existant et la repenser à travers une scène iconique. Le Festival des Lanternes est un moment émotionnel du film. Disney le convertit en mouvement circulaire, en ascension visuelle et en immersion sensorielle. La réussite de cette attraction réside en trois principes d'imagineering. Le focus émotionnel, la scène n'est pas représentée, elle est vécue. La verticalité, les lanternes créent un plafond narratif. Le showride maîtrisé, le mouvement est doux, poétique, presque chorégraphique. Ce n'est pas une attraction pour procurer des sensations, c'est une attraction pour procurer une ambiance. Et dans un parc qui veut se recentrer sur le storytelling, c'est un choix incroyablement pertinent. Le fait que Mandy Moore, la voix originale de Réponse, enregistre des annonces exclusives pour Disneyland Paris n'est pas un détail marketing, c'est un acte d'authenticité. Disney sait que les visiteurs, surtout en Europe, sont sensibles à la cohérence avec les films et entendre la véritable voix originale renforce la légitimité de l'attraction. C'est un geste que Disney ne fait pas toujours. Ici, il a un rôle clé, ancrer Réponse Tangled Spin dans l'univers officiel et non dans une simple adaptation. Le retour du spectacle vivant mobile. La fanfare Disney menée par Minnie, les animations musicales dans les jardins, les rencontres saisonnières. Adventure Way remet en avant quelque chose que Disneyland Paris avait tendu à perdre au fil des années, le spectacle vivant spontané. Les parades et les shows scéniques existent bien sûr, mais le côté rencontre imprévue, la surprise, l'aléatoire, cela avait disparu progressivement. Adventure Way le réintroduit, c'est crucial pour donner au parc ce sentiment d'énergie permanente. Les jardins comme outil de respiration narrative. Dans un parc moderne, la respiration est essentielle. L'œil a besoin de souffler, le visiteur a besoin de se reposer, le cerveau a besoin d'alternance. Les jardins d'Adventure Way servent cette fonction. Ils offrent un contraste entre l'intensité des landes, la densité de l'expérience, la beauté naturelle. C'est ce qui rend le parc plus agréable, plus fluide, plus humain. Adventure Way est la preuve que Disneyland Paris a enfin compris l'importance d'un rythme narratif dans l'urbanisme d'un parc. Pourquoi Frozen est un choix stratégique majeur? La Reine des Neiges n'est pas seulement un succès, c'est un phénomène mondial. Plus de 1,2 milliard de dollars au box-office pour le premier film, des dizaines de milliards en produits dérivés, des chansons cultes et une popularité transgénérationnelle inégalée. Frozen est une licence qui garantit deux choses. 1. Attraction massive des familles. 2. Durabilité sur plusieurs décennies. Installer Arendelle dans le parc, c'est investir dans une valeur sûre. L'Europe adore la culture nordique et Paris est l'endroit parfait pour créer un Arendelle réaliste, féerique et authentique. L'architecture du land repose sur un principe imagineering essentiel. Tout doit sembler construit par des habitants. Pas par des décorateurs, pas par des ingénieurs, par des habitants. Les détails sont partout, motifs rose-maligne sculptés à la main, variations de bois qui racontent une histoire locale, patines sur les façades pour donner de la vie, fenêtres, ferronneries et moulures artisanales, textures inspirées de villages norvégiens réels. La cohérence est totale, le land semble réellement habité. C'est exactement ce que Disney avait manqué à Paris pendant des années. Le land ne raconte pas un moment précis des films, il raconte un moment inventé, le festival de la fleur de neige. Ce festival est un prétexte scénaristique brillant, il permet des décorations festives, il justifie la présence simultanée des personnages, il crée un mood positif et chaleureux, il donne un arc narratif au land. Cet événement inventé donne de la liberté au land tout en restant dans l'esprit Frozen.
Frozen Ever After repose sur un rail de système éprouvé, mais ici poussé à son maximum, ce qui le distingue des audio-animatronics de nouvelle génération, des transitions illusions plus subtiles, des mappings dynamiques sur des surfaces vivantes, des effets de glace, brume, plongée atmosphérique, un final grandiose dans la baie. Les animatronics utilisent une technologie plus récente permettant des expressions plus douces, plus précises et surtout plus crédibles. On n'est plus dans l'animatronique mécanique, on est dans le personnage vivant. À Arendelle, les personnages n'ont plus l'air animatronique, ils ont l'air vivant. Disney utilise ici la dernière évolution de ses audio animatronics. Mouvements plus organiques, expression faciale plus naturelle, synchronisation labiale plus fine et surtout des transitions imperceptibles entre projection et mécanique. Cela donne une fluidité qu'aucune version précédente de Frozen Ever After n'avait atteint. Le regard d'Anna, l'inclinaison de la tête d'Elsa, même la posture de Christophe, tout semble animé par une intention réelle. Ce n'est pas juste une technologie, c'est un langage. Disney a compris que le public ne veut plus voir un robot qui bouge, il veut voir un personnage sans compromis. La musique de Frozen est l'un de ses plus grands atouts. Disneyland Paris ne s'est pas contenté de la réutiliser, ils l'ont réinterprétée. Le village entier baigne dans une version symphonique plus douce, plus lyrique, plus naturelle. Cette réorchestration donne au land une profondeur émotionnelle, un sentiment d'authenticité et surtout, elle atténue l'effet attraction à licence qui aurait pu ruiner l'immersion. La musique ne pousse pas vers l'excitation, elle installe une atmosphère. Le land devient un espace vivant, pas un décor musical. Célébration à Arendelle est un spectacle de jour pensé pour une seule chose, faire vivre le village. Les dracars ne sont pas là pour le wow visuel, ils servent de plateforme narrative. Les chorégraphies sont simples, les interactions chaleureuses, le ton familial. Disney adopte ici une stratégie différente de ses shows épiques, moins spectaculaires, plus d'habitants du village. Cela renforce l'idée que le visiteur est un invité dans une communauté vivante, pas un touriste venu pour voir un spectacle. C'est subtil, mais extrêmement efficace. La rencontre royale avec Anna et Elsa n'est pas un simple meet and greet, c'est un parcours. On commence dans la galerie des portraits, un espace riche en détails, puis on traverse des couloirs décorés avant d'arriver à un moment intime. Deux sœurs dans leur château qui accueillent les visiteurs avec bienveillance. C'est simple, mais c'est exactement ce que veulent les familles, un instant chaleureux, personnel, chargé d'émotions. Le land n'est pas juste un lieu d'attraction, c'est un third place, un espace où l'on a envie de rester, de flâner, de s'asseoir, de manger, de regarder. Arendelle réussit là où d'autres landes ont échoué. Il donne envie d'y vivre. La place du village, la musique, la vue sur la montagne, l'eau qui coule, la baie qui s'ouvre. Tout est conçu pour que tu t'y sentes bien, pour que tu t'arrêtes, pour que tu profites. Cette sensation, Disney l'avait atteinte à Tokyo Disney-Sea et rarement ailleurs. Disney Adventure World devient pour la première fois en Europe un parc où l'on apprécie autant les transitions que les attractions. Runa est l'une des idées les plus intelligentes du land. Derrière son apparence adorable, ce petit troll interactif incarne une philosophie très moderne, l'expérience personnalisée. Il cligne des yeux, réagit au toucher, interagit avec les autres trolls et même avec Anna et Elsa. C'est un lien émotionnel qui dépasse la simple logique merchandising. C'est une extension du land dans les mains du visiteur. Disney comprend que l'attachement passe par l'empathie. Un bébé troll curieux, lumineux, interactif incarne parfaitement cette idée. Un personnage robotique, c'est quoi ? Jusqu'ici, les personnages visibles étaient soit des cast members en costume, des audio-animatronics fixes, des drones collectifs ou des projections. Mais Olaf Robotique inaugure une nouvelle catégorie, le personnage autonome. Il marche, il interagit, il se penche, il regarde, il répond. Ce n'est plus un robot, c'est un être. Ce qui rend Olaf unique, c'est l'utilisation du Deep Reinforcement Learning. Le robot apprend. Il ajuste ses mouvements, il affine ses comportements, il améliore sa fluidité, il stabilise sa démarche.
C'est une technologie que Disney testait depuis des années avec le Stuntronic de Spider-Man, le projet Kiwi qui a un Groot miniature et les prototypes d'atelier d'Imagineering. Olaf est la première version publique de cette génération. Pourquoi Olaf et pas un autre personnage? Parce qu'Olaf a trois qualités idéales pour lancer cette technologie. 1. Il est de petite taille, parfait pour un robot autonome. 2. Il a des mouvements ronds et cartoon, on accepte plus facilement une démarche légèrement robotique. Et 3. Personnalité attachant et accessible. Chaque visiteur veut lui parler, lui sourire, le voir. C'est un choix qui minimise les risques et maximise l'émotion. Quand un robot devient un personnage, beaucoup de choses changent. Les cast members gagnent en partenaires numériques, les shows dynamiques deviennent plus flexibles, les interactions ne sont plus limitées par des costumes lourds, le personnage peut faire des choses impossibles en costume. Olaf est un symbole, le début de la robotique émotionnelle dans les parcs Disney. L'importance d'un lac dans un parc Disney. Un lac, c'est une respiration visuelle, un espace de circulation, un cadre pour un spectacle nocturne. Disney l'a compris avec World of Color, Rivers of America, Mediterranean Harbor et le Epcot Lagoon. Adventure Bay suit cette tradition mais avec une innovation. Il est le centre géographique et narratif du parc. Tous les mondes s'y connectent, toutes les histoires s'y rejoignent, toutes les promenades y mènent. Les rives sont en gradins doux pensés pour accueillir des foules sans gêner les circulations. Les lignes sont organiques, les courbes naturelles, l'espace respirant. On n'est pas dans une place rigide, on est dans une promenade, un espace libre, ouvert, créé pour flâner autant que pour admirer. L'eau est un écran, un miroir, un espace de projection naturel. L'avantage du lac n'est pas seulement esthétique, il transforme le parc en un ensemble réfléchissant. Le jour, la sérénité, le soir, la lumière, la nuit, le spectacle. Adventure Bay est un lieu où l'on se retrouve, où l'on s'assoit, où l'on partage, où l'on attend les shows, où l'on respire entre deux landes. Il incarne la nouvelle philosophie du parc, ne plus courir, mais savourer. Le fait que Mickey et Minnie apparaissent en costume victorien autour du lac n'est pas un hasard. C'est une façon subtile de dire vous êtes dans un nouveau monde où tout est thématisé, cohérent, pensé. Ces costumes renforcent l'ambiance d'Adventure Bay. Élégante, romantique, nostalgie. C'est une carte de visite. Disney Cascade of Light, le renouveau du spectacle nocturne. Disney Cascade of Light n'est pas un spectacle, c'est un rituel, un moment collectif où le parc se rassemble autour de la lumière. La structure suit les codes de la dramaturgie héroïque, introduction émotionnelle, voyage initiatique, épreuve, dépassement, illumination finale. Chaque segment incarne un thème universel. Les drones ne sont plus une démonstration technique, ils deviennent un langage. Ils dessinent, encerclent, illuminent, tracent des symboles. Pour la première fois, Disney marie drone aérien et drone aquatique. L'eau et le ciel répondent l'un à l'autre. Jamais dans l'histoire des parcs Disney on n'avait vu des drones évoluant sur l'eau, reflétant leur lumière à travers sa surface. C'est une invention Disneyland Paris. Une première mondiale. Cette innovation n'est pas anecdotique, elle change la façon d'utiliser un lac dans un parc. World of Color, émotion et fontaine. Harmonious, écran d'eau et barge massif. Happily Ever After, pyrotechnie et mapping sur le château. Disney Cascade of Light, les trois réunis avec des drones en plus. C'est le spectacle le plus ambitieux techniquement que Disneyland Paris ait jamais créé. Les personnages choisis, Vaiana, Mulan, Hercule, Zootopie, Pixar, Marvel, ne sont pas sélectionnés pour leur popularité. Ils incarnent des archétypes. Vaiana, le courage, Mulan, la résilience, Hercule, le dépassement, Zootopie, l'égalité, Pixar, l'émotion et Marvel, la détermination. Le spectacle raconte une histoire sur nous, pas sur eux. We Can Be Heroes. Un hymne Disney n'est pas une simple chanson, c'est un message universel. We Can Be Heroes porte une idée phare. Chacun de nous porte une lumière intérieure. Le spectacle ne célèbre pas les héros Disney, il célèbre le héros en chacun de nous. C'est une évolution philosophique.
Depuis 20 ans, la nuit de Disneyland Paris était dominée par le spectacle du château. Magnifique certes, mais unique. Disney Cascade of Light crée une deuxième nuit, un second rituel nocturne, un autre axe émotionnel. Disneyland Paris devient alors le seul resort Disney au monde avec deux spectacles nocturnes majeurs et permanents. La gamme Disneyland Pass 2026 l'annonce qui gâche un peu la fête. Disney ne lance jamais une refonte majeure de ses passes annuelles par hasard. Cette fois, deux raisons. L'ouverture de Disney Adventure World va attirer une affluence record. Disney veut garder le contrôle de la capacité pour garantir la qualité de visite. C'est logique, mais l'annonce a été faite juste après les grandes nouveautés. Résultat, une partie des fans a ressenti un petit goût amer, comme une note administrative dans un moment magique. Disneyland Pass 2026 introduit deux nouveaux niveaux et une nouvelle logique d'accès. Bronze One, accès limité à un seul parc par jour. Bronze Max, accès plus large, mais contrainte de réservation. Le Silver, entre les deux, et le Pass Gold, qui est le plus flexible. Cette structure permet de filtrer l'affluence, de lisser les réservations, d'éviter la saturation et d'améliorer la qualité de visite dans les nouveaux lands. Ce n'est pas très fun, mais malheureusement, c'est cohérent. Soyons honnêtes, la révélation de la gamme Disneyland Pass 2026 a un peu assombri la fête. Les fans avaient la tête pleine de lanternes, de mappeurs, de robots Olaf, de Arendelle, de spectacles nocturnes et soudain restrictions, réservations et limites. Mais au fond, tout le monde s'y attendait. Depuis l'arrivée d'Avengers Campus, depuis l'explosion des fréquentations, depuis le retour massif des visiteurs, la refonte était inévitable. C'est un peu comme si Disney avait dit « Vous voulez un parc exceptionnel, alors on doit mieux gérer l'accès ». Rationnel, prévisible, mais pas très poétique. La limite de 3 réservations simultanées change profondément les habitudes depuis maintenant 5 ans. Elle pousse les visiteurs à planifier moins loin, être plus flexibles, venir plus souvent en semaine et privilégier un parc plutôt que deux. C'est un changement d'écosystème. Quand Disney annonce que les passes seront vendues en quantité limitée, ce n'est pas seulement pour le confort de visite, c'est aussi un message. Disneyland Paris devient une destination plus premium, plus sélective, plus orientée vers la qualité. C'est une tendance mondiale. Walt Disney World, Disneyland à Anaheim, Tokyo Disney Resort, tous adoptent des modèles similaires. Entrer dans un seul parc, une nouvelle philosophie. Le Bronze One ne permet qu'un seul parc par jour. Pourquoi ? Parce que Disney veut orienter les visiteurs vers un parcours plus cohérent et réduire les mouvements superflus entre les parcs. Ce n'est pas une restriction arbitraire, c'est une manière d'organiser l'affluence autour d'un parc qui vient d'être entièrement redessiné. Tu veux voir Arendelle, tu veux assister à Cascade of Light, tu veux explorer Adventure Bay. Dans ce cas, privilégie le Gold ou le Silver. Le Bronze One ou Max sera trop restrictif pour une visite multiparc en période d'ouverture. Disney Adventure World n'est qu'un début. Le système de pass va probablement encore évoluer. Plus de niveaux, plus de flexibilité payante, plus de réservations dynamiques. Il est presque certain que la gamme 2026 n'est pas la version finale. Disneyland Paris est en train de poser les fondations de son parc du futur. Le Disneyland Pass suivra la même logique, évoluer progressivement vers un modèle plus nuancé. Disneyland Paris n'avait pas connu une telle renaissance depuis 1992. Disney Adventure World est plus qu'un parc, c'est une réponse à 20 ans de frustration, de promesses incomplètes, de demi-mesures. C'est une reconquête. Chaque espace raconte une histoire, chaque transition a un sens, chaque land devient un chapitre. Disney Adventure World n'est pas une collection d'attractions, c'est un livre ouvert. Disneyland Paris a toujours été reconnu pour sa beauté, mais le second parc en manquait. Adventure Way, Arendelle, Adventure Bay, tout cela redonne au resort son harmonie, son élégance, sa poésie. Disney Adventure World n'est pas un parc américain implanté en France, c'est un parc européen, pensé pour sensibilités européennes avec une esthétique européenne et un public européen. C'est une maturité nouvelle.
Il y a fort à parier que ce parc servira de prototype pour les futures landes thématisées, les innovations robotisées, les drones aquatiques, les spectacles immersifs. C'est une vitrine technologique. Le Regal View, les nouveaux passes, les innovations techniques, les expériences exclusives, tout signale une montée en gamme assumée. Disneyland Paris devient plus premium, plus émotionnel, plus exigeant. L'expansion de Disney Adventure World n'est pas terminée. Plusieurs projets sont en sommeil. Une attraction là-haut, un land Roi Lion, un probable land Avatar teasé subtilement, d'autres expériences Marvel et pourquoi pas d'autres spectacles nocturnes. L'histoire ne fait que commencer. Il y a des annonces Disney qui impressionnent, d'autres qui surprennent, puis il y a celles qui bouleversent la manière dont on perçoit un parc. Disney Adventure World appartient à cette dernière catégorie. En préparant ce hors-série, en décortiquant chaque détail, chaque phrase, chaque image, j'ai réalisé quelque chose. C'est la première fois depuis très longtemps que Disneyland Paris m'offre la sensation d'assister à une véritable renaissance. Arendelle n'est pas un land de plus, c'est un monde vivant, cohérent, pensé pour accueillir ses visiteurs comme des habitants. Adventure Way n'est pas une allée, c'est un manifeste artistique. Adventure Bay n'est pas un lac, c'est une scène. Disney Cascade of Light n'est pas un spectacle, c'est un passage initiatique. Et Olaf Robotique n'est pas une prouesse, c'est un jalon historique. Pour la première fois depuis des années, on sent la vision, on sent l'ambition, on sent l'âme. On sent que Disneyland Paris arrête de rattraper son retard. Il commence à montrer la voie. Je le dis rarement aussi directement dans Sparkverse, mais là, je suis impatient. Et à un niveau presque déraisonnable. J'ai hâte de marcher dans Adventure Way, j'ai hâte de sentir la musique symphonique de Frozen se mêler aux éclats des voix du village, j'ai hâte de voir les lanternes de réponse tournoyer au-dessus de moi, j'ai hâte de découvrir Adventure Bay la nuit quand le lac devient un miroir cosmique, j'ai hâte de vivre ce moment où les drones aquatiques et aériens danseront ensemble dans un ballet jamais vu ailleurs. J'ai hâte d'observer en vrai cette frontière où la technologie cesse d'être une mécanique et devient une émotion. Et même les annonces les plus administratives comme les nouveaux Disneyland Pass qui auraient pu tempérer l'enthousiasme ne l'ont pas fait pour moi. Oui, certains choix sont contraignants, oui, certains niveaux auront plus de limites qu'avant, mais soyons honnêtes. On s'y attendait et surtout, c'est le prix à payer pour préserver ce que Disneyland Paris retrouve enfin. La qualité d'expérience, le plaisir d'être là, la fluidité, la magie à l'échelle humaine. Je préfère 100 fois un parc fluide, cohérent et vivant qu'un parc saturé où rien ne respire. Et si Adventure World doit être protégé pour exister pleinement, alors qu'il en soit ainsi, parce qu'il le mérite. En vrai, j'ai juste envie d'y être, de me tenir sur cette avenue flambant neuve, de respirer cet air de renouveau, de me dire ça y est, enfin, Disneyland Paris entre dans sa nouvelle ère. Une ère où chaque pierre raconte une histoire, où chaque arbre est là pour une raison, où l'innovation n'est plus un bonus mais un langage, où les émotions deviennent structurelles, où les parcs ne sont plus des décors mais des mondes. Après des années d'attente, des projets inachevés, des zones vides, des hôtels fatigués, des shows annulés, voilà, nous y sommes. Disneyland Paris renaît et cette fois pour durer. Parce que ce hors-série n'est pas une fin, il n'est qu'une porte. L'aventure Sparkverse continue. Et je peux déjà te dire une chose, l'épisode 4 de décembre sera un voyage. Un voyage entre les mondes, entre les époques, entre les rêves. Entre cuivre et étoiles, l'Odyssée de Discoveryland. Nous allons plonger dans l'un des lands les plus mythiques de Disneyland Paris. Un land né d'une vision oubliée, un land qui lutte pour retrouver son sens, un land qui porte encore malgré les années le souffle brûlant de Jules Verne et de la grande aventure futuriste à l'européenne. Nous allons explorer son histoire, ses secrets, ses blessures, ses triomphes et tout ce que Disney pourrait en faire demain. Tu as aimé ce hors-série, alors attends de voir la suite. On se retrouve très vite entre cuivre et étoiles.